Donc, maintenant, c'est Frédéric, que tout le monde connaît, et qui va nous parler de l'extraction de l'eau de mer. Que peut-on en tirer du sel de cuisine pour le beurre breton ou de l'uranium? Oui, alors donc voilà. C'est assez simple. D'abord, je démarre sur la composition de l'eau de mer. Vous savez que c'est à peu près 35 grammes à peu près par litre de sel dans l'eau de mer. Essentiellement, c'est du NaCl. Et je vais parler un petit peu de l'exploitation des divers composants qu'on peut faire. Il y a donc le sel, il y aura le magnésium un petit peu, et puis ensuite je passerai au lithium, et puis je parlerai du fer, de l'uranium, essentiellement, pour le cuivre. Bon, vous remarquerez qu'il y a tout de même du nickel, mais le nickel est à 5 ppb. ppb, c'est 10-9. Donc ce sont des concentrations qui sont basses, et le collègue tout à l'heure a expliqué que le nickel devenait toxique pour les trucs autour de 500 ppb. Donc effectivement, il y a une marge où le développement des coquillages peut être handicapé par le nickel. Bon, je vais donc commencer. Alors, le premier exemple, ce n'est pas l'extraction d'un sel, c'est l'extraction de l'eau. Ça s'appelle la dessalination. Et c'est un procédé qui est utilisé de plus en plus. Ça se développe à peu près 10% par an. Et c'est un progrès immense pour l'humanité que de pouvoir avoir de l'eau dessalée pour les besoins des régions qui sont désertiques et qui ont en plus une population en croissance. Le problème du dessalement, c'est qu'évidemment, ça nécessite de l'énergie. Essentiellement, le procédé actuellement utilisé, c'est l'osmose inverse. Et l'osmose inverse, grosso modo, il faut 3 kWh d'électricité pour créer 1 mètre cube d'eau dessalée. J'ai fait un calcul pour l'énergie minimum. Il me semble qu'elle est de l'ordre de 1,5 kWh par mètre cube. Cette énergie-là, on va en reparler un peu, c'est l'énergie minimum due à l'enthalpie libre de dissolution du sel dans l'eau de mer. Bon, le dessalement, c'est des usines gigantesques, effectivement. On dessale à peu près, si j'ai bien calculé, si j'ai bien estimé, on dessale autour de 30 millions de tonnes par an, ce qui représente une rivière de 350 mètres cubes par seconde, ce qui est pas mal, c'est plus que l'Isère et moins que le Rhône, pour comparer à ma région. Et on a à peu près énormément d'usines. Donc, par exemple, la Jordanie vient de s'équiper. Elle a une station qui fait 800 000 mètres cubes par jour. Et ça sera valable pour 3 millions d'habitants. Bon, c'est relativement cher. Il faut savoir que l'usine elle-même coûte à peu près 1 000 € pour faire 1000 mètres cubes par jour. C'est à peu près le coût d'une usine de dessalement. Un ordre de grandeur. Et l'ordre de grandeur du prix de l'eau dessalée, c'est à peu près 1 € par mètre cube. Donc c'est à la fois relativement acceptable, parce que nos factures, c'est plus qu'1 € par mètre cube, comme vous savez, et c'est peu utilisable pour l'agriculture, parce que c'est trop cher. Voilà, à peu près. Bon, alors, j'ajoute, c'est un bel exemple de progrès technique. Avec les oppositions classiques des milieux hostiles au progrès technique, c'était écrit avant la discussion tout à l'heure. C'est l'argument du rejet des saumures qui existe, le caractère non naturel de l'obtention de l'eau non salée, et c'est une préférence donnée à l'économie. Ce que j'appelle l'économie, c'est la diète de l'eau, où on recyclerait de l'eau et on se contenterait de ce qu'on a. Bon, j'ai écrit un papier là-dessus il y a à peu près 20 ans, donc il est très bon, il est toujours valable. C'est pas toujours vrai. Les papiers, ça change. Alors, le deuxième composant, c'est NaCl. Tout le monde connaît, les marais salants, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la méthode la plus écologique et la plus économique en énergie que de produire le sel dans les marais salants. Bon, il faut un climat adapté, bien sûr. C'est un peu plus difficile à faire en Suède qu'en France. La France produit 4,3 millions de tonnes de sel, dont seulement 1,3 million de tonnes en marais salants. Et il faut savoir que ça n'a pas tendance à se développer en France, parce que, par exemple, on avait les salins du Midi qui produisaient à peu près 800 000 tonnes, dont la moitié
allait dans une usine d'électrolyse qui faisait du NaCl, qui séparait. Et malheureusement, cette usine d'électrolyse appartenant à Arkema a fermé, comme d'ailleurs toute la chimie française est en train de fermer. Ou j'exagère, bien sûr. Alors, mais l'avantage, c'est que c'est naturel et que la chimie, c'est pas propre. Donc, il vaut mieux. Alors, l'Inde produit 31 millions de tonnes, dont 80% en marais salants. Alors ça, c'est pour le sel. On produit aussi, j'en ai pas parlé trop, l'iode et du brome. C'est intéressant parce que les eaux salées contiennent pas mal de brome. En fait, on ne l'extrait pas de l'eau de mer, on l'extrait des saumures, par exemple de la mer morte. Et le brome, on le fait précipiter, si on veut. On ne précipite pas, mais on le sépare en introduisant du chlore dans l'eau de mer ou de l'eau salée. Ça libère le brome. Le brome est relativement volatile, il y a une certaine tension de vapeur, donc vous arrivez à l'évaporer, vous le récupérez. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on récupérait aussi beaucoup l'iode. Or, l'iode est en concentration très très faible dans l'eau de mer, je ne sais plus combien, je n'ai pas le chiffre, de l'ordre de quelques... Ah si, c'est marqué, 60 ppb, 60 parties par milliard, mais bien que l'iode soit en concentration très faible, les organismes marins savent le concentrer à des facteurs 1000 à 100 000, et le résultat, c'est qu'on a exploité l'iode très longtemps, à partir, dans la région bretonne, par exemple, à partir des algues. C'est encore un petit peu fait en Chine, mais même chose, ces choses-là, ça disparaît. Bon, alors le problème du fer, hein, on en a beaucoup parlé, en fait. Le problème de base, il est là. Vous avez du fer, le fer 2+, il est soluble. Le fer 3+, n'est pas soluble. Ce qui s'est passé historiquement, il y a 2 milliards d'années, ça a été dit d'ailleurs, le fer a été confronté à la grande oxygénation. Et la grande oxygénation, ça a causé une précipitation massive du fer, et ça a donné les gisements rubanés dont on a parlé justement. Alors actuellement, la concentration en fer, pour cette raison, est assez faible dans l'eau de mer. Elle est de l'ordre de 5,9, là encore des nanos, des ppb, pardon. Et donc elle est très faible dans l'eau profonde, et ensuite, près de la surface, elle chute à cause des organismes vivants et de l'oxygène. C'est-à-dire que les organismes vivants ont besoin de fer pour se développer. Si une région de l'océan est très dépourvue en fer, elle est très anoxique. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'organismes vivants qui se développent. Et le problème, c'est que donc on a essayé de mettre un peu de fer dans l'eau de mer, et vous avez entendu parler des gens. Le problème, c'est que je ne suis jamais sûr de ce que disent les gens, parce qu'ils sont souvent influencés par leur position un peu intellectuelle, je dirais, enfin idéologique. Donc ce n'est pas naturel, mais c'est difficile de savoir si c'est une mauvaise idée ou pas de mettre du fer dans l'eau de mer. Et c'est de toute façon, à mon avis, pas une discussion qui est close. Mais bon, on pourrait en discuter. Là, il ne s'agit donc pas d'extraire du fer de l'eau de mer, mais il s'agit éventuellement de lui en rajouter. Bon, enfin. Alors, l'exemple qui est intéressant, qui a intéressé les gens récemment, c'était le lithium. On nous a annoncé des manques catastrophiques de lithium il y a 2-3 ans. Et la raison, c'est qu'il y a 2-3 ans, il y a eu explosion du marché de la batterie et de la voiture électrique. On s'est aperçu que les voitures électriques devenaient à l'usage moins chères que les voitures à essence. Bon, ça se discute parfois. C'est difficile de convaincre les Français là-dessus. Mais c'est probablement vrai. Donc il y a eu une explosion de la demande, et ça a coïncidé évidemment une explosion de la demande de lithium, parce que les batteries sont essentiellement pour l'instant au lithium. Et il faut remarquer, les gens ont remarqué que par rapport à notre production de 130 000 tonnes par an, il faudrait la multiplier par 5 dans le monde pour arriver à répondre à la demande. Et donc, dans les 15 ans à venir, il faudrait... Et la réponse, c'est qu'il a déjà été multiplié presque par 10 en 20 ans. Donc, on a multiplié la production de lithium par 10, on s'est dépêché d'en chercher, et on en a trouvé plein. Actuellement, il n'y a aucun problème pour le lithium, et on le sait. Par exemple, l'USGS est passé à 100 milliards, je crois, non, 92 millions de tonnes de réserves estimées, et c'est en train de... Bon. Alors, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que dans le même temps, le cours du lithium a subi une escalade phénoménale qui l'a amené vers
vers, disons, 20 000 $ la tonne. Et puis, c'est les Chinois qui ont capitalisé sur le lithium. Vous savez, les Chinois, quand il s'agit de récupérer une source métallique, ils sont extrêmement rapides. Mais là, ils ont été probablement un peu trop rapides parce qu'ils se sont retrouvés obligés de déstocker. Et le lithium est retombé vers 7 $ le kilo. Et bon, donc, c'est comparé là, sur ce truc-là, c'est comparé au cours du cacao. Bon, donc le prix du lithium est à peu près le coût du cacao. Comme il faut à peu près 7 kg de lithium pour une voiture, à peu près, ça veut dire que grosso modo, vous avez 50 $ de lithium dans votre batterie, dans votre voiture électrique, ce qui n'est pas, à mon avis, énorme. Donc le lithium, la réponse, elle est évidente. C'est que le lithium, on ne l'exploitera pas dans l'eau de mer. Alors, je disais, il y a des centaines de milliards de tonnes de lithium dans les océans, c'est vrai. Le Japon avait déjà développé des procédés pour l'extraire. Sans doute des brevets avaient été pris, je n'ai pas vérifié. C'est une attitude normale quand on craint une pénurie. Mais les réserves accessibles ont cru en même temps d'un facteur 10. En France, on a un projet dans l'Allier qui suscite des oppositions écologiques, je vous signale. Et c'est classique, quand même. Et donc, on va avoir, une fois qu'on aura des autorisations, il faut quand même être conscient que le prix réel du lithium sera autour de 7 à 10 € le kilo. Et quand vous voulez développer une production, il faut faire attention à ce que votre production ne soit pas trop chère, parce que sinon, elle ne sera pas. C'est un problème que je n'ai pas, mais qui est le problème des gens qui développent ces industries. Alors, le problème de l'uranium, à mon avis, c'est le problème essentiel, puisque le reste ne sert pas à grand-chose. Alors, bon, tout le monde sait ça, l'uranium est l'unique moyen de démarrer les cycles nucléaires. Est-ce qu'on aura assez d'uranium? J'en vais en parler. Quel est le coût énergétique de l'extraction de l'uranium? Quel est le prix de l'uranium? Où se trouve-t-on de l'uranium? Comment estimer les réserves? À quel prix? Les coûts à prospection et les innovations. Je veux parler de l'uranium. D'abord, je parle des besoins. Je suis désolé. C'est pas l'eau. Il n'y a plus l'eau mer, là, pour l'instant. Donc, les besoins de la nucléaire civil sont là-haut et les extractions sont en dessous. Il s'est passé qu'on a, première chose, on a fait des bombes nucléaires. Ça, vous savez bien. Et puis ensuite, on a commencé à développer l'uranium comme produit. Donc on a extrait de l'uranium. Et puis après, les affrontements ont été diminués et on s'est retrouvé avec des stocks de bombes atomiques que nous ne savions pas quoi faire. Donc on a commencé à recycler l'uranium, qui était souvent fortement enrichi, pour les mettre dans les réacteurs. Donc le résultat, c'est qu'on n'avait pas besoin de beaucoup d'uranium. La consommation donc était là-haut, et la production était beaucoup plus basse. Donc, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que c'est le métal qui a été le plus chahuté dans les recherches et les investissements de l'histoire. Alors le résultat, c'est que, bon, on ne sait pas bien qu'est-ce qu'on a comme uranium. Actuellement, la mode, je crois que le dernier Red Book, c'est à peu près 10 millions de tonnes. Mais je n'ai aucune garantie que ce soit vrai. Alors, peut-on répondre à ces besoins croissants? Bon, ça, c'est les autres qui travaillent là-dessus. Et alors, ce qui va se passer, ce qui a été dit à peu près, par exemple, par nos excellents amis ici, c'est que si la production semble limitée pour l'uranium, parce qu'on aurait par exemple triplé les besoins actuellement sont 60-65 000 tonnes par an. Si on triple les besoins, on est à 150 000 au moins tonnes d'uranium par an. Donc on peut se demander si on en aura assez. C'est un thème très fréquent des amis de Sauvons le climat, là. Il y a quelqu'un pour en causer. Et bon, je continue. Je disais quelque chose, c'est que la difficulté qui se passe, c'est que les pays qui ont beaucoup de gisements d'uranium sont des pays anglo-saxons, et il y a un risque très important que ces pays, s'il y a une grosse demande américaine, nous tournent le dos. C'est l'histoire des sous-marins, je suis désolé. Et bon, alors en plus on se paye des problèmes d'instabilité en Afrique, et la Chine a besoin d'uranium. La Chine a un programme de 400 gigawatts de production
nucléaire entre 2050 et 2060. Donc ils vont avoir besoin d'une très grande quantité d'uranium, c'est l'ordre de 40 à 50 000 tonnes par an. Et donc il va y avoir des trucs qui sont importants. Bon, évidemment, ce que disent les gens, c'est qu'une manière de nous sauver, c'est d'aller vers la filière rapide. Et effectivement, on peut aller vers les filières rapides. C'est pas très rapide, parce que ça va pas vite, hein, le développement de la filière rapide. Et elle aussi, elle a eu des aléas que je veux pas... Alors, et puis, pour faire la filière rapide, apparemment, ce que disent les gens, c'est qu'il faut du plutonium. Donc, pour avoir du plutonium, il faut faire du retraitement. Et actuellement, il y a peu de pays qui font vraiment du retraitement pour récupérer le plutonium. Il y a la France, il doit y avoir la Chine. Bon, je ne garantis pas. Bon, c'est un détail. Donc, mais le problème qui se pose, c'est quelles sont vraiment les ressources d'uranium? Alors ça, c'est à mon avis un des problèmes les plus difficiles qui existent et qui mérite quand même une discussion que je ne veux pas avoir ici. Enfin, sauf... Ici, vous avez le prix de l'uranium. Vous voyez, le cours de l'uranium a fait des bonds phénoménaux. Bon, c'est pas plus tellement que le lithium. Et alors, ce qui est intéressant, c'est les investissements. Ils ont fait des oscillations impressionnantes. Et ici, vous avez les estimations de réserve qui ont cru quand même sérieusement au cours du temps. Et ça, c'est l'intégrale des investissements. Donc, il y a eu des périodes où il y a eu très peu d'investissements. Bon, cela dit, donc pour chercher de l'uranium, bon, ça c'est un problème un peu compliqué, c'est Olivier Vidal. Il a fait des estimations un peu compte tenu de la teneur des minerais, quelle quantité d'énergie on avait besoin, combien ça allait coûter. Très grossièrement, si vous voulez placer l'uranium, il est à peu près, il est à peu près là. Les concentrations des minerais sont autour de 10-3. Et bon, on trouve sur 10 puissance 3 mégajoules. Bon, 10 puissance 3 mégajoules par kilo, c'est à peu près, ça va jusqu'à 0,05 mégawattheure par kilo. Et il faut savoir qu'un kilo d'uranium en France, ça vous fait 50 mégawattheures. Donc, il y a un très fort rapport quand même entre le coût énergétique de l'extraction d'uranium actuellement et le coût de l'énergie, l'énergie produite par l'uranium une fois qu'on l'a mis dans un réacteur. Donc, bon, je passe là, donc, le même Olivier Vidal et d'autres avant, en fait, avaient fait une recension de l'énergie qui était nécessaire pour extraire l'uranium. Normalement, cette énergie est censée augmenter quand la concentration en uranium diminue. Alors, c'est une courbe qui est très discutée. Il y a des thèses complètes là-dessus. J'ai fait un peu une recension. Ce qui est important, c'est que pour les concentrations faibles, bien évidemment, la consommation énergétique augmente. Mais ici, vous avez à peu près 300 mégajoules par kilo. Alors, 300 mégajoules par kilo, c'est 0,1 mégawattheure. Donc, il faut comprendre quand même que dans ces domaines-là, l'énergie nécessaire à l'extraction dans une mine d'uranium est faible. Alors, qu'est-ce qu'il en sera demain? Je ne sais pas du tout. Et c'est pour ça que j'ai quand même voulu faire cette discussion. Alors, la discussion là, elle est très... Bon, ça, c'est une intéressante recension de l'opinion des militants antinucléaires qui ont pris les réserves que l'on connaît en uranium et qui ont fait le peak oil. Ils ont fait exactement ce que fait l'ASPO avec l'énergie pétrolière, et ils ont exactement le même résultat, qui est à mon avis un résultat imbécile, c'est qu'ils ont une montée et puis ensuite une descente catastrophique. Et les gens du peak oil, ça fait 20 ans qu'ils vous annoncent que vous êtes au sommet du peak oil et que maintenant, la production de pétrole va diminuer. Et depuis 20 ans, la production de pétrole essentiellement augmente. Il faut quand même être conscient que tous ceux qui vous expliquent qu'on va manquer disent souvent des âneries. Alors, la raison est simple. La raison, c'est que la quantité d'uranium qu'on peut extraire est aussi une quantité dynamique. Ça a été dit tout à l'heure par mon collègue, je crois, avant. Effectivement, ce que vous pouvez extraire comme matériau, c'est toujours quelque chose de dynamique. C'est-à-dire que vous avancez, que vous avez des limites, mais ces limites, vous ne savez pas exactement où elles sont. Il y en a peut-être, mais quand on vous donne une limite, on tient compte d'un état des capacités de travail et de développement économique, technique de la mine,
qui est susceptible d'évoluer. L'exemple, c'est le cuivre. Enfin, bon, mon collègue en a parlé tout à l'heure du cuivre, j'en ai entendu parler. Où effectivement, on voit qu'on a exploité des minerais de plus en plus pauvres en cuivre et que le prix du cuivre, dans le même temps, a continuellement diminué. Et la production a augmenté. Or, les gens de ce qu'on appelle le end of growth, qui ont été dans les années 70, avaient annoncé qu'on n'aurait plus de cuivre à la fin du XXe siècle. Alors, bon, le deuxième exemple qui est là, bon, ça c'est un truc traditionnel des antinucléaires, c'est de décider qu'à un moment donné, l'énergie nucléaire ne produit pas suffisamment d'énergie pour compenser l'énergie que l'on consacre à l'extraire. Et le résultat, c'est que vous voyez, en général, autour de 200 ppm d'uranium, vous ne pouvez plus rien faire. C'est évidemment faux, il y a des mines de 200 ppm actuellement. Et l'exemple ici, ce sont l'ensemble des mines reconnues. Et vous voyez, il y a une distribution qui fait que la disponibilité d'uranium augmente, et puis brusquement, elle s'arrête. Pourquoi elle s'arrête? Parce qu'il n'y a pas de mine dans ce domaine. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Donc le problème de l'uranium, il est compliqué. Bon, on va revenir sur les nouvelles sources. Je dis les réacteurs à neutrons rapides ne sont pas prêts. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai fait de l'anglais. Vous allez avoir des papiers en anglais parce que il y a plein de papiers sur l'uranium dans l'eau de mer et ils sont tous en anglais, bien sûr, et j'ai aucun courage pour les traduire pour l'instant. Donc, l'Agence internationale a révisé les prévisions du niveau nucléaire et il estime qu'il y aurait une augmentation d'un facteur 2,6 entre 2024 et 2050, à peu près. Bon, je n'ai pas été voir, je ne serai plus là pour le faire en plus. La plupart des minerais dont on a annoncé le déclin se sont avérés bien résilients. Alors ça c'est important. Ce qui en plus est à rajouter par rapport à l'intervention de notre prédécesseur, c'est que si vous utilisez l'énergie nucléaire, vous utilisez 5 fois moins de minerais que si vous faites des renouvelables. C'est une chose qui est connue, de l'AIE par exemple. Alors bon, je dis ça, et donc, l'uranium dans l'eau de mer est en concentration de 3,3 10-9 en poids. Il y en a 4,5 milliards de tonnes. Donc, si on arrive à extraire l'uranium de l'eau de mer, on n'a aucun problème. La concentration massive, peu importe. Ce qui est important, c'est qu'on peut essayer d'estimer la quantité d'énergie minimale nécessaire pour extraire l'uranium de l'eau de mer. Et on trouve une énergie qui est extrêmement faible, qui est de l'ordre de 0,1, inférieur à 0,1 mégawattheure par tonne. Alors j'ai parlé tout à l'heure de 0,1 mégawattheure par kilo pour le minerai. Donc ça, c'est une limite thermodynamique. C'est ce qu'on appelle l'enthalpie libre. Bon, c'est des vieux trucs. Alors, actuellement, donc, on peut estimer que le prix de l'uranium, les besoins minimums pour l'extraction d'uranium de l'eau de mer, c'est très bas. Pardon. Alors ensuite, je suis désolé, je suis un physicien, et quand je vois une ânerie, je ne peux pas la rater. Alors là, il y a un type qui m'a été souvent cité, qui est un gars qui s'appelle Ugo Bardi, qui est un professeur, je crois, en Italie, je ne sais plus où, et c'est un éminent membre de l'ASPO, Association française pour the Study of Peak Oil. C'est pas un hasard, à mon avis. Et il a fait tout un papier pour expliquer que l'extraction d'uranium par l'eau de mer était impossible pour des raisons énergétiques. Donc j'ai donné une limite, moi, qui est très basse de l'énergie, et lui, il donne une limite. Alors, bon, c'est vrai qu'il développe son argumentation sur des filtres. Il essaye de voir comment, par des procédés de diffusion des atomes, l'uranium, qui est un atome très lourd, va traverser différemment des filtres, et donc cette différence va permettre d'isoler l'uranium de l'eau de mer. Et il montre que l'énergie nécessaire à faire ça, elle est colossale. Donc il en conclut que c'est impossible. Enfin, je ne sais plus si c'est...
impossible because of a very large amount of energy needed. Okay? Alors, j'ai les sources. J'ai même un gars qui fait un site web qui en a conclu pour en finir avec le mythe de l'uranium de l'eau de mer. Il n'a peut-être pas tort. Je ne sais pas si on va exploiter l'uranium de l'eau de mer. Ça, c'est les anciennes estimations du MIT. Oula. Bon, grosso modo, le MIT a estimé qu'on pouvait exploiter ces trucs-là dans l'eau de mer et ça, c'était difficile. Et il a fait une limite entre les deux. Et vous voyez que l'uranium est près de la limite. Alors, le problème, c'est de trouver les bons procédés pour extraire l'uranium de l'eau de mer. Donc, il est un peu tard. Donc, là, j'ai... vous savez que l'eau de mer a un pH de l'ordre de 8. Alors, moi, j'avais 8,3. On a donné plutôt 8,1. Et ça, c'est le composé principal quand on donne l'uranium de l'eau de mer. C'est un ion, et avec... Ca, 2 fois Ca2+, okay, qui est neutralisé. En général, c'est celui-là qu'on trouve, et c'est celui-là qu'il faut aller chercher. Ce qui est important, c'est que l'uranium est dissous dans l'eau de mer parce qu'il est 6. Il est valence 6. Si l'uranium est de valence 4, il précipite. Alors, c'est important parce que vous avez une mer comme la mer Caspienne, non pas Caspienne, je dis une connerie, la mer Noire. La mer Noire, le fond de la mer Noire est désoxygéné, c'est-à-dire très réducteur. Alors le résultat, c'est que l'eau de mer qu'il y a dans la mer Noire a très lentement précipité de l'uranium au fond, et j'ai lu quelque part, je n'ai pas une garantie, qu'il y avait 5 millions de tonnes d'uranium qui se baladaient au fond dans les 60 premiers centimètres de sédiments. Je n'ai pas vérifié. Mais c'est très possible. Donc on peut essayer, on voit que si on transforme l'uranium de 6+ à 4+, on précipite. Alors aussi une autre méthode, c'est d'essayer d'utiliser une résine pour fixer l'uranium. Alors j'ai donné ici la résine. Ce qui est important, c'est que le radical qui est important, c'est CNOH d'un côté et N2 de l'autre. Non, j'ai une connerie. C'est NH2 et CNOH. Donc c'est ce qu'on appelle l'amidoxine. Je ne suis pas chimiste malheureusement. Et l'amidoxine arrive à très bien fixer l'uranium. Et donc c'est la base de toutes les premières expériences sur les gens qui ont essayé de faire de l'uranium. Ils ont essayé de fixer cette molécule sur un polymère pour le mettre dans la mer. Alors les études ont été menées par le Japon. Alors moi j'ai vu les grands courants marins dans les précédents trucs. Et là, le courant marin, des questions, personne n'en parle, je ne sais pas pourquoi. C'est probablement un petit machin pour eux. Parle devant le micro. Ah oui, tu as raison, excuse-moi. Alors là, vous avez Luzon, c'est-à-dire c'est le nord des Philippines, et le courant marin démarre là, passe au large de Taïwan, puis il va passer à l'intérieur de cette chaîne d'îles qui est un peu contestée entre la Chine et le Japon. Hein. Bon, et le courant en question compte 25 SB, alors c'est des Svertsop, et c'est 25 millions de tonnes par seconde de courant. Et si on fait un calcul, ça représente 2,5 mégatonnes d'uranium par an. Donc vous avez dans ce courant 2,5 mégatonnes. Alors, parce que les gens arguent que pour extraire l'uranium de l'eau de mer, vu la concentration, il faut aller vraiment dans des très grandes quantités d'eau de mer. Ils ont raison. Alors, bon, la mer, je ne vais pas décrire, c'est pas la peine. Alors, la tentative japonaise, ils ont essayé de faire des trucs qui extrayaient 1200 tonnes d'uranium par an. Et alors, il y a un excellent une thèse qui est très intéressante, qui a d'ailleurs été un peu sous la houlette de Dominique Greneche, que vous connaissez sans doute, qui est un gars qui est un remarquable spécialiste, qui d'ailleurs vous explique qu'il n'y a aucune chance qu'on aille exploiter l'uranium de l'eau de mer. C'est normal, il veut absolument développer les surgénérateurs. Il a raison, probablement, mais en partie. Alors, les prix de l'uranium de l'eau de mer, c'est très discutable. À l'époque de la thèse de cette jeune femme, on était entre 200 et 400 euros par kilo. Alors, je vous rappelle que l'uranium, actuellement, c'est 150 euros par kilo, mais il y a des époques où il était à 50 euros. Donc, le cours de l'uranium, c'est quelque chose d'ailleurs. Ça a fait qu'on a été obligé de fermer des mines. Je continue. Alors, l'uranium
Donc l'uranium des mines est beaucoup moins cher, mais on ne sait pas à quel moment le prix de l'uranium va devenir insupportable. Et bon, donc, alors à l'époque, ils ont développé ce truc-là. Ce sont des cages amovibles que vous mettez dans la mer. Bon, je passe sur les détails. Et voilà comment on les mettait dans la mer. Alors en fait, on les mettait sous un flotteur. Vous avez la photo du flotteur avec le truc qui était au-dessus, et on le met en dessous, là. Et on compte sur le flotteur qui flotte pour monter et descendre et pour agiter le machin. Et alors, ils étaient très chers, bon, ils n'étaient pas très fiers, mais enfin, ils ont récupéré à peu près 1 kilo de yellow cake, c'est de l'uranium presque pur, au bout d'1 an à peu près. Bon, et ça continue, il y a des Chinois qui ont récemment récupéré aussi des kilos. On sait récupérer un peu d'uranium, mais bon, le problème c'est la rentabilité de la chose. Et ça, je n'en sais bien sûr rien. Alors là, il y a des estimations du prix de l'uranium par le procédé en question, et puis il y a des estimations de ce que ça coûterait par des procédés plus simples, dont un que je parlerai tout à l'heure. Et alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a le premier truc, le premier poste, c'est quand même bien le polymère, le machin pour récupérer l'uranium. Mais ce poste-là, c'est le poste mécanique de mettre le truc dans l'eau de mer, de le sortir, d'avoir des flotteurs, de l'amener au sol. À l'époque, il était traité au sol, de le traiter au sol et de le remettre et de le recycler. Donc ça, c'était un coût qui était très important et on a montré qu'effectivement, ce coût pouvait être considérablement réduit. Celui-ci, on en reparlera aussi un tout petit peu. Donc vous avez des coûts qui sont très variables suivant les techniques et la partie, disons, mécanique était très importante à ce moment-là. Alors, les Japonais ont commencé à se poser le problème et ils ont fait des trucs un peu différents. C'est tout de l'anglais, désolé, mais grosso modo, ils ont créé des espèces de filaments où il y avait accroché des polymères sur lesquels il y avait ce qui avait censé capturer l'uranium. Et puis, ils ont mis tout dans la mer, un peu sous cette forme. Et puis ils ont attendu, ils l'ont sorti. Et ils ont fait des estimations. Alors là, c'est l'estimation de l'efficacité de la capture. La capture, disons, est souvent donnée en milligrammes par gramme. Alors le gramme, c'est le gramme d'absorbant, et le milligramme, c'est le milligramme d'uranium. Alors au début, vous êtes à 0,5 milligrammes par gramme, c'est pas beaucoup. Et là, ils étaient arrivés à mieux avec cette technique. Ils étaient arrivés à 1,5. Il y avait 2 raisons. La première raison, c'est que c'est une technique où les échanges se font mieux. Ça donne une amélioration d'un facteur 2. Il y a une autre raison ici, qui est un facteur 1,5, qui est la température. La température était de 10 degrés supérieure, et donc le fait que la température soit 10 degrés supérieure, ça améliore la cinétique de récupération et aussi le résultat. Si vous voulez, il y a tellement peu d'uranium dans l'eau de mer que si vous avez un absorbant qui est pas très sélectif, il va ramasser plein de trucs qui ne sont pas ce que vous cherchez. Alors là, ça a été discuté, donc ils avaient un dispositif un peu de ce genre-là, mais je ne sais pas où ça en est. Ça, c'était les Japonais, donc ils ont une chaîne au fond de l'eau, et puis ils ont des polymères, des colonnes de polymères qui flottent, là, comme ça, à 8 mètres d'écart, ça. Bon, il a essayé de discuter, les gars, de ce que ça pouvait être économiquement intéressant. Alors, comme je suis paresseux, c'était yen. Alors ça doit faire plus de 500 €, ça, le sommet, comme idée. Et le prix serait décroissant, soit en fonction de la quantité d'uranium que je capture par gramme, soit en fonction du nombre de cycles où mon système peut être utilisé. Sachant que le nombre de cycles va être limité pour diverses raisons. Alors il y a les raisons vous pouvez trouver avec des coquillages, des micro-organismes qui polluent l'engin. Et puis vous avez une autre raison qui est le fait que vous capturez pas mal de vanadium. Et le vanadium est embêtant parce qu'il donne des liaisons plus fortes. Et il oblige à ce qu'on mette ça dans des bains beaucoup plus acides. Et si les bains sont plus acides, ça dégrade le polymère. Donc voilà, il y a un exemple de ce que ça peut donner. Et encore un petit moment. Alors, bon, maintenant, c'est les Chinois qui travaillent là-dessus. Alors, j'en ai parlé avec
je me demandais si les Chinois publiaient tout ce qu'ils faisaient. Ils publient beaucoup de choses. Alors le problème, c'est qu'après, il faut s'y retrouver. Et ensuite, il y a un autre problème, c'est que dans pas mal de papiers, on trouve des renseignements intéressants avec une référence, et la référence, elle est en chinois. Donc elle est illisible pour moi. Il faut que je demande à mon fils. J'ai un fils qui parle bien chinois. Mais je ne sais pas s'il aura le temps de s'occuper de ça. Bon, alors, ce qui est important donc, depuis ce temps-là, quand même, c'est qu'il y a quand même eu des gros progrès. Bon, il faut une grosse activité de prospection sur le sol. Alors, par exemple, moi, ils m'ont fait rigoler, dans les papiers de l'AIE, ils disent qu'ils ont 300 000 tonnes de réserves d'uranium. Et dans un papier chinois, j'ai trouvé qu'ils avaient 800 000 tonnes de réserves dans le bassin des Ordos. Donc il y a des chiffres un petit peu différents. Je pense que le papier que j'ai trouvé, il référait à un papier qui existe, mais qui est entièrement en chinois. Donc il est très difficile de savoir ce que les Chinois trouvent comme ressources. Et il n'y a pas que. Hein. Alors, donc ce qui est important à voir, c'est ça. C'est le développement des MOF. Alors les MOF, ce sont Metal Organic Frameworks en anglais, des dispositifs métal organiques. Et je viens d'apprendre, ça m'a fait rigoler, que le prix Nobel de chimie a été décerné sur ce sujet-là exactement. C'est vraiment un travail remarquable. Je connais des gens qui travaillent dessus. Ce sont des chimistes quantiques. Ils sont capables de calculer une structure à partir de problèmes de quantique et d'annoncer que cette structure est très intéressante pour capter je ne sais pas quoi. Et ça donne des trucs de ce genre-là. Alors, bon, j'essaie de détailler. Donc, grosso modo, c'est une espèce de structure avec des lacunes. Donc, l'uranium et les salles d'uranium pénètrent dedans. Et il y a dans... Alors, je ne sais pas si ça se voit. Il y a un endroit où il y a des atomes de cuivre qui se baladent. Ah ben, je vais vous le montrer. Je crois que c'est ça, cette espèce de triangle-là, ce sont des atomes de cuivre. Et ça, ce sont des amidoxines qu'il y a un peu partout. D'accord ? Donc, ça va capter l'uranium, l'insérer là-dedans et le réduire. Ce qui est important, c'est que le cuivre, le cuivre là, va jouer un rôle de réducteur. C'est-à-dire que le cuivre va s'oxyder et l'uranium va précipiter en uranium 4. Et même, il existe des méthodes où on envoie un rayonnement, par exemple ultraviolet, pour stimuler ce processus d'oxydoréduction entre le cuivre et l'uranium. Donc ce sont des méthodes qui aboutissent à quand même des résultats excellents au point de vue capacité de capture. Par exemple, ici, vous avez une courbe où, au bout de... faut quand même mettre, là, il y a presque 2 mois. Hein. Donc vous avez une augmentation de la concentration en uranium au cours du temps. Et là, vous voyez qu'on arrive à 14 mg par gramme, ce qui est une performance par rapport à ce qu'on faisait avant. Donc on a effectivement eu des très bons résultats. Ajoutons que le fait que du cuivre soit présent, ça a une propriété biocide. C'est-à-dire qu'il y a des difficultés à des organismes vivants à aller s'accrocher dessus. Donc il y a eu des progrès. Un autre exemple de progrès, c'est qu'on arrive à avoir des trucs qui sont sélectifs. C'est-à-dire que l'uranium, et ici vous avez le vanadium qui est souvent embêtant. Le micro, pas le micro. Ah, pardon. Oui, donc j'ai une très grande sélection. Là, vous avez un exemple où l'uranium est très favorisé dans le truc, et il y a peu de vanadium qui est capturé. Le vanadium étant un embêtement en général. Il y a à peu près autant de vanadium que d'uranium dans l'eau de mer. Donc, en plus, on fait des procédés électrochimiques maintenant. Je n'ai pas tout compris comment ça marchait. Grosso modo, on attire des molécules d'uranium, elles s'accrochent aux amidoxines et après elles sont réduites, en partie par le champ électrique. Je n'ai pas très bien compris comment ça marche. Alors, les estimations des progrès techniques, elles sont quand même pas mauvaises. Et au début, on arrivait à avoir très peu de milligrammes par gramme, milligrammes par gramme par jour. Donc c'est par jour. Donc on était avec des trucs, des extractions d'uranium qui étaient très faibles. Et maintenant, avec des procédés entre autres
électrochimiques, on arrive à des procédés d'extraction qui sont beaucoup plus importants. Je n'ai pas dit qu'ils étaient totalement efficaces, et j'ai trouvé ici une estimation qui m'a paru à peu près sérieuse du prix que coûtait éventuellement l'uranium dans des procédés comme ça. Et bon, il faut quand même dire que quand on regarde, la dernière, la meilleure, c'est quand même de l'ordre de $500 par kilo. Donc, alors, ce qui me préoccupe, bon, ça c'est des machins qui étaient prévus pour essayer de faire des récupérations. Alors là, c'est du recyclage de pylônes d'éoliennes offshore. Okay, on met des espèces de rouleaux qui se détournent comme ça, et avec un système pour l'élution de l'uranium, et qui va dans la mer, et ils vont ramasser l'uranium comme ça. Bon, c'est tout imaginé, hein. Et ici, vous avez un truc, vous avez une espèce de bateau qui ramasse un espèce de filet de capture d'uranium, qui le traite et qui le remet. Et ici, vous avez une plateforme chinoise, mais il semble que les Chinois fassent beaucoup plus de choses, mais je n'ai pas d'informations. Donc, la question que je posais, et sur laquelle j'ai évidemment aucune réponse, c'est est-ce qu'on va exploiter l'uranium de l'eau de mer? J'en sais rien. Mais il y a de plus en plus de Chinois qui annoncent des prix inférieurs à $200 par kilo, prix qu'il faudrait vérifier, mais que personne ne vérifie. Je suis incapable, alors sur le dernier, je suis incapable de donner des références. La raison, c'est que la plupart des trucs, des papiers dont je parle, sont écrits en anglais et ne sont accessibles que si on est un universitaire. Donc je suis un peu critiquable parce que j'ai beaucoup de mal à donner. Je peux donner des sources quand même, mais pas beaucoup. Bon, c'est un détail. Et puis bon, j'espère que les éditeurs de revues ne m'embêteront pas pour avoir piqué c'est pas impossible. Pour avoir piqué des figures. Donc, essentiellement, je n'ai pas la réponse, mais il y a des chances que l'uranium soit exploitable dans notre mer. Le problème clé, c'est quel est le surcoût actuellement prévisible de la surgénération, entre autres. Et puis bon, est-ce qu'on va vraiment manquer d'uranium dans les mines? Ça, il y a tout un dialogue difficile. Bien sûr, il faut faire du surgénérateur, mais quand il sera vraiment utile? Moi, j'ai regardé les shales, les ressources de shale en Europe. Alors, il y a des shales sous l'Estonie. J'ai regardé l'estimation de la quantité d'uranium dans ce qu'on appelle les shales, je ne sais pas bien ce que ça veut dire, comme c'est tout en anglais. C'est 6 millions de tonnes. Et de même, en Scandinavie, il y a toute une bande de shale un peu entre la Norvège et la Suède, qui contiendrait aussi 6 millions de tonnes. Je ne sais pas si c'est intéressant de l'exploiter, mais il y a des endroits où ça dépasse les 200 ppm. Voilà. Bon, j'ai fini. Je ne sais pas quoi dire. Alors, j'aurais deux remarques. La première concerne les mines d'uranium, enfin, la prospection d'uranium. Il ne faut pas oublier que la grande ceinture de Sibérie n'a jamais été explorée complètement. Il y a 10% de la ceinture qui est explorée et qui reste encore 90% de la ceinture de métaux à explorer, donc il y a des chances qu'il y ait de l'uranium là-bas. Le deuxième point, c'est que je me suis intéressé aux brines. Les brines, ce sont les rejets des usines de dessalination. Et les usines de dessalination sont très intéressantes parce que, justement, elles ont concentré déjà les métaux, et en particulier les métaux lourds, et il faut les extraire des brines avant de les rejeter. Donc, les usines de dessalination dans le monde, c'est 250 millions de mètres cubes par jour. Ça représente 250 000 tonnes d'uranium qui passent par an. Juste pour l'information. Habituellement, les gens disent que la quantité d'eau de saumure rejetée par les
usines en question est trop faible. Mais je ne suis pas absolument sûr. Alors attends, j'ai dit quelque part au début qu'on avait des usines de désalination 30 millions de mètres cubes par jour. C'est pas mal, tu as raison. Ça fait 1 tonne par jour. Il y a 16 000 usines dans le monde. Oui. 16 000. Oui, bon, il y a des grandes usines et des petites. Si tu veux, si tu prends 30 millions de mètres cubes, tu as à peu près 0,1 tonne d'uranium. C'est un 10-9, 3,10. Donc c'est 0,1 tonne d'uranium qui est... Alors, généralement, tu rejettes à peu près autant de saumure que tu as d'eau. Donc tu te retrouves avec 30 millions de mètres cubes de saumure, ce qui ferait 0,1 tonne d'uranium par jour. Et 0,1 tonne d'uranium par jour, ça donne 30 tonnes par an. Il faudrait... Il y a des gens qui ont dit que ce n'était pas une très bonne idée, mais je ne suis pas sûr. Tu sais, il y a plein de possibilités. Moi, j'y crois pas. Mais... On va... Les réserves d'uranium, je ne me prononcerai pas, je ne suis pas compétent, mais je remarque une chose, c'est que le GIEC préconise le développement de l'énergie nucléaire dans le monde pour participer à la décarbonisation des énergies. À partir de là, la demande d'uranium va augmenter compte tenu des techniques utilisées actuellement, et forcément, dans ce monde économique où l'offre et la demande est une loi qui règne en maître, le prix de l'uranium va augmenter, justifiant davantage le recours tu as raison. aux réacteurs à neutrons rapides. Le seul argument avancé contre, c'est le prix. Si l'uranium fournit la moitié de l'énergie électrique du monde actuel, on a besoin de l'ordre de, je dirais, 300 ou 400 000 tonnes par an. Donc c'est effectivement très important. Ce qui m'embête, c'est que quand tu regardes le prix du pétrole, dont on passe notre temps à dire qu'on va manquer, eh bien, en dollars constants, il n'a pas beaucoup bougé depuis 50 ans. Il y a un autre argument. En dollars constants. C'est que les mines d'uranium sont exploitées de manière sociale et de manière environnementale déplorable. Et puis, le RNR, on a les stocks nécessaires, donc l'indépendance énergétique va y gagner. Je n'ai pas compris. Les mines d'uranium françaises, elles ont été très bien traitées. Elles ne sont plus exploitées, les mines d'uranium françaises. Dans le monde, il n'y en a plus. Oui, on pourrait encore, mais d'une teneur assez faible, et puis les conditions environnementales et sociales en France renchériraient beaucoup. À mon avis, c'est pas vrai. Non, c'est à l'étranger. Alors, bon, il a été critiqué la manière dont les mines d'uranium françaises avaient été fermées. Mais quand même, en général, les gens ont pris des mesures pour ne pas se retrouver au milieu d'un bain de radon. Le vrai problème, c'est ça, c'est le radon qu'elles sortent. Alors, si tu veux, ce que tu dis me paraît très bien, mais si tu veux, on aurait besoin de 300 ou 400 000 tonnes d'uranium par an, et je ne sais absolument pas si on peut se les procurer. Maintenant, ce que tu veux comprendre, c'est que la mine d'uranium est quelque chose qui a profondément changé. C'est-à-dire que jusque-là, les mines d'uranium, c'était essentiellement des mines à ciel ouvert, éventuellement en souterrain, et on avait une usine près de la mine qui exploitait l'uranium. Alors d'abord, on avait beaucoup de problèmes avec le transport, parce qu'il fallait transporter des très grandes quantités de minerais. Actuellement, ce que tout le monde est en train de faire, c'est de transformer tous les camions qui transportent le minerai, qui pèsent 300 tonnes, qui se chargent de 200 tonnes de minerai, on les met à l'électricité. Et là encore, les premiers, c'est les Chinois. Et les Australiens, par exemple, sont en train d'acheter de ces camions énormes que les Chinois font. Parce que, alors, donc, au point de vue de l'économie d'énergie et au point de vue des émissions de CO2, c'est une diminution considérable. Ensuite, il y a le problème du milling. Il faut écraser le minerai pour le diviser. Il est assez coûteux en énergie, mais
il y a beaucoup de ces mines qui font de la lixivation en tas. Et ils font un énorme tas de minerais et ils versent de l'acide dessus pendant un mois, je ne sais pas combien de temps, et ils récupèrent l'uranium comme ça. C'est une méthode. Et la troisième méthode qui s'est développée extraordinairement, c'est plus de 60% de l'exploitation actuelle d'uranium, c'est la lixivation in situ. Alors ce sont des méthodes qui sont... bon, vous allez dire, bon, pour la phréatique, c'est pas toujours très bon. Bon, on injecte dans la coupe qui contient l'uranium des acides ou des bases ou de l'eau oxygénée et on récupère l'uranium. On a 2 puits à distance. C'est tout inspiré du fracking des Américains, c'est-à-dire du fracking des gaz. Donc, et ça s'est développé au point que c'est plus de 60% des exploitations. Et en plus l'uranium, quand on regarde l'uranium qui est annoncé pour des prix bas, genre moins de $40, en fait, le problème, c'est que le monde exploite plutôt l'uranium quand il ne fait pas trop cher. Eh bien, les 3/4 de l'uranium qui sont donnés pour des prix inférieurs à $40 sont tous obtenus par leaching. C'est-à-dire que le procédé in situ leaching s'est énormément développé. Alors, il utilise de la chimie experte, qui est de bon niveau, et il utilise l'intelligence artificielle parce qu'il faut savoir injecter pour pas que le gisement se compacte sous l'effet du... Et ça, c'est un boulot qui se développe actuellement et qui est absolument remarquable pour les scientifiques que je suis. Bon, mais... Donc, il y a vraiment des évolutions très fortes du minerai, de miner l'uranium. Si tu arrives à exploiter les schistes scandinaves, tu as des ressources énormes. Bon, enfin, on verra. Ouais. Attends, Frédéric Claire a une question. Alors, c'est pas une question, c'est une remarque. Avec petit a, petit b, petit c, petit d, petit e, je ne sais pas. Donc je vais aller à l'essentiel en essayant d'être clair. L'argumentation qui est développée ici, c'est une recherche du minerai pour en exploiter uniquement l'isotope uranium-235 à travers la filière REP, qui est la filière mondiale développée pour produire les 400 gigawatts annuels de production d'électricité nucléaire. Mais en faisant ça, on utilise uniquement l'isotope uranium-235, qui est moins de 1% de l'uranium contenu dans le minerai. Moins de 1%. Bon. Ce qu'on sait faire par ailleurs, ce que les physiciens savent faire depuis le début de l'exploitation de la fission nucléaire, c'est fissionner l'uranium-238 en utilisant des neutrons rapides pour arriver à casser cet édifice très stable au niveau nucléaire qu'est l'uranium-238. Mais on sait le faire dès le début. Et d'ailleurs, le premier réacteur au monde qui a fourni de l'électricité d'origine nucléaire était un réacteur à neutrons rapides. Parce que Fermi et les équipes qui travaillaient avec lui voulaient vérifier que cette fission-là, on savait la maîtriser. Ensuite, on est parti sur la fission de l'uranium-235 parce que l'uranium-235, vous lui mettez n'importe quel perturbateur, même un neutron de très basse énergie, même un neutron au repos, une chicnose, et il fissionne. Il n'y a pas beaucoup. C'est lié à la physique nucléaire qui fait qu'un édifice avec un nombre impair de nucléons, l'uranium-235, fissionne tout seul. Donc, notre humanité, prenant du recul, depuis bientôt 80 ans, utilise l'uranium en n'utilisant que l'uranium-235, parce que c'est ce qu'il y a de plus immédiat. En plus, le caloporteur, c'est de l'eau, tout est très simple, et on a comme ça développé une filière qui n'utilise que l'uranium-235, en laissant de côté quasiment la totalité de l'uranium qu'on extrait des mines. Ce qui fait qu'en effet, et ça vient d'être dit, que par exemple en France,
où on a été très longtemps le grand pays utilisateur, et avec succès, de l'énergie nucléaire de fission pour faire notre électricité, on dispose de plus de 350 000 tonnes d'uranium-238 sur notre territoire. Quand on fait le calcul, ça veut dire que la France est capable de produire de l'électricité, si elle a des réacteurs en électron rapide, plus de 7000 années de la consommation actuelle d'électricité en France. Donc l'électrification des usages, dès lors qu'on aurait une filière de réacteurs à électron rapide, c'est plus du tout un souci. Et ça n'a pas du tout échappé aux Chinois, et ça n'a pas du tout échappé aux Japonais, et même les Américains. Ils reviennent, oui, dessus. Le problème des Américains, c'est qu'ils ont un blocage psychologique sur le plutonium. Mais quand ils auront dépassé ce blocage, il n'y aura plus de problème. Et donc, au lieu d'aller essorer l'eau de mer, qui contient 1000 fois moins d'uranium que le minerai terrestre, eh bien, on va utiliser sans gaspiller l'uranium naturel, qui est essentiellement de l'uranium-238, ce que la physique nucléaire nous permet et la technologie nucléaire déjà de faire, dès lors qu'on aura des politiques suffisamment courageuses pour décider de redémarrer la filière rapide. Et ce n'est pas une question d'argent. Je suis désolée, je ne suis pas d'accord avec ça. On n'a pas été capable, on n'est pas personne peut sérieusement chiffrer aujourd'hui le coût d'une filière rapide. Oui. Personne de sérieux. À l'époque, quand on a demandé à Horowitz et à EDF de comparer la filière REP et la filière RNR en termes de coûts, eh bien, la réponse a été on compare deux filières qui ne sont pas comparables. Dans une filière, la filière REP, vous avez des coûts amont, la mine, l'enrichissement, l'aval, le recyclage, le traitement des déchets, leur enfouissement, et vous comparez ça à une filière rapide où vous n'avez plus la question ni de l'enrichissement ni de la mine, puisque la matière on l'a déjà sortie, et vous n'avez pas non plus l'aval, puisque vous pouvez en RNR faire du multirecyclage, ce que vous ne pouvez pas faire en REP, contrairement à ce qu'ont affirmé les dirigeants actuels de la filière, qui ne laissent rien par perte de compétences. Alors j'ajoute pour terminer, quand même, il faut qu'on ait ça en fait, c'est que actuellement, on a 16 millions de tonnes disponibles de réserves d'uranium à la surface de la Terre. Tous les géologues le savent à peu près depuis 40 ans. C'est le même chiffre qui circule. Et la seule chose qu'on fait quand on augmente les investissements, j'ai une courbe que je pourrais vous montrer si vous voulez, pour ceux que ça intéresse. Quand on augmente les investissements d'exploration d'uranium, en fait, on augmente la capacité à récupérer la ressource, mais on n'augmente pas la réserve. Voilà, c'est ce que ça montre. Les réserves restent toujours les mêmes. Et dans l'époque actuelle, où on a une douzaine de pays au niveau mondial qui se sont engagés à tripler la puissance nucléaire installée sur Terre, pour essayer de gagner le pari de décarboner réellement notre électricité, ce qu'on n'arrive pas à faire, puisque les ENRI nous laissent asservis aux fossiles. Eh bien, si on arrive à tripler effectivement cette puissance mondiale électronucléaire installée, on montre très très bien que dès 2050-2060, on va commencer à taper dans la fin des ressources facilement accessibles d'uranium-235. Et vous savez quoi, à ce moment-là, ce qui sera d'autant plus dramatique, si on n'a pas démarré les RNR, eh bien, c'est qu'on sera même plus capable, quand on n'aura plus d'uranium-235, de démarrer une réaction en chaîne. Puisque l'uranium-235, c'est le seul noyau fissile disponible sur Terre qui fissionne tout seul, qui est capable d'auto-entretenir une réaction en chaîne. Donc la fission disparaîtra. Les écolos, ils sont OK avec ça. Hein. C'est pour ça que je la boucle. Hein. C'est clair. Les écolos sont OK avec ça. Les écolos ne veulent pas entendre parler ni du plutonium ni de l'uranium-235, qui sont les deux seuls noyaux fissiles disponibles. Le plutonium, on a su le refabriquer en réacteur. L'uranium-235, on est en train d'épuiser
la ressource dont on dispose. Voilà, c'était ma petite remarque. Mais bon, on est en train de... on a annoncé qu'on refaisait des surgénérateurs quand même. Ah, pardon. On a annoncé quand même... Bon, je ne sais pas ce que valent les annonces, c'est vrai, mais en principe, on a annoncé qu'on allait redévelopper cette filière. Personnellement, j'ai une critique que tu partages à l'égard du projet Astrid, c'est que son but apparent, c'était de supprimer le plutonium et pas du tout de faire du surgénérateur. Donc, je suis d'accord sur cette critique, hein, je la fais aussi. Il est certain qu'il faut probablement repenser ce programme Astrid. Je pense que tu es d'accord. Hein? Oui, ce programme... Oui. 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 Encore une réaction ou on arrête parce que... Allez, merci. Bon, il fallait quand même finir sur...